Donc, je reprends. Bonjour à tous pour cette sprint review numéro 22 EasyParse. Nous l'avons commencé le 5 janvier, donc au retour des vacances. Et donc, nous sommes le 5 février. Le thème du sprint, c'est gestion des PKB de gros volumes. Donc, nous sommes depuis plusieurs sprints, et Yannick en reparlera tout à l'heure, dans une phase de travail de fond, de façon à intégrer des outils NoSQL pour gérer donc les PKB de gros volumes et d'autres fonctionnalités qui seront amenées à être implémentées sur EasyParse quand on veut gérer beaucoup de quand on veut faire beaucoup de requêtes en ce qui concerne les enrichissements, par exemple. L'essentiel du sprint, là comme je vais retirer cette fenêtre qui me gêne. L'essentiel le gros du travail a été donc la mise en œuvre d'un nouveau module dans EasyParse qu'on appelle Castor.js. Il est commun à d'autres projets de Linist. C'est en fait pour pouvoir gérer la synchronisation entre les données qui se trouvent dans les PKB et puis l'instance EasyParse qui doit y faire référence. Voilà. Au cours du sprint, on a traité un certain nombre d'épiques, donc des grandes familles de fonctionnalités. Donc, comme d'habitude, on a mené un travail sur les plateformes. Donc, au cours de ce sprint, on n'a pas développé de nouveaux parseurs. Par contre, on a eu des révisions de parseurs, révision d'analyse, et puis de nouvelles analyses qui ont été développées. On a fait du travail courant sur le support utilisateur et les partenariats. Thomas en parlera un peu. Travail sur la communication. On a essayé encore d'améliorer d'un point de vue ergonomique les téléchargements de fichiers, je vais revenir dessus. On a tenu compte de l'expérience utilisateur. Et puis toujours en tâche de fond aussi des résolutions de bugs, de tâches techniques. On a pour ce sprint on n'avait pas beaucoup de points de complexité, mais en fait il se trouve que donc 56 points de complexité, habituellement on en a plutôt 80. Mais en fait il se trouve qu'on a sous-estimé pas mal de choses. Donc le travail de fond sur Castor.js en fait était relativement important. Et puis ce qu'on peut noter au cours de ce sprint, c'est qu'on a travaillé en mode collaboratif, c'est-à-dire qu'on a contribué en fait à l'amélioration de Castor.js parce qu'il y a des fonctionnalités qui n'étaient pas implémentées, qu'on a implémenté pour nos besoins propres et dont on a fait bénéficier du coup le projet Castor.js. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a une petite pensée pour Stéphane qui est en train de faire sa présentation en ce moment même, donc c'est pour ça qu'il n'assiste pas, Stéphane Gulli qui n'assiste pas à la sprint review. Voilà. Il présente Stex et CNU à la conférence CESUP Portal. Voilà. Donc, je rentre un peu plus dans le détail de la sprint review. Donc, au niveau des plateformes, on en a recensé, on en est à 165. Il y en a 56 de disponibles. Ça fait un taux de 33, presque 34%. On a un petit peu baissé parce qu'en fait, du coup, on en a recensé plus que ce qu'on a développé au cours du sprint. Toujours le petit tableau de suivi qu'on fait à partir de Trello, donc ça grimpe doucement. Au cours du prochain sprint, on va redévelopper de nouveaux parseurs. Donc les parseurs qu'on a révisés, c'est Wiley NPG, Nature, et puis ceux qui sont arrivés là, c'est Oxford Art Online, Generally Indexpress, Delph Indexpress. Les améliorations ergonomiques.
Elle concerne quelques petits points, les noms des fichiers quand on les télécharge. Jusqu'ici, on avait pour le nom du fichier, eh bien l'identifiant du job, c'était un numéro un peu opaque. Maintenant, on a dans le nom du fichier la date et puis en fait l'heure, qui permet en fait de distinguer quand on fait plusieurs traitements successifs, qui permettent de les reconnaître, parce que sinon on peut potentiellement s'en mêler les pinceaux. Au niveau des améliorations ergonomiques aussi, maintenant la vitesse, pardon, la vitesse le taux de progression, on affiche la vitesse de génération des EC plutôt que le nombre de lignes de traité, c'est plus parlant. On a aussi une autre fonctionnalité qui est assez intéressante au moment du paramétrage, en paramétrage particulier, quand on veut préciser plus de choses, quand on veut traiter un fichier de log, quand on veut avoir plus d'informations. Avant, il fallait connaître les headers, les paramètres à passer dans le formulaire, donc il fallait se référer à la doc. Maintenant, dans le formulaire sont intégrés les headers disponibles avec une petite aide qui, quand on clique sur le i, nous dit à quoi ça sert et puis comment on peut écrire ces paramètres. Donc ça, c'est au moment de la soumission de log d'un nouveau fichier de log, ça peut être assez pratique. Voilà. On a aussi mis un nouveau petit message là, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que potentiellement il peut y avoir des moments où EasyParse ne répond pas, et donc on est averti pour ne pas, si jamais EasyParse ne répond pas, on a un petit message d'avertissement qui permet de contrôler que tout se passe bien, en particulier quand on fait les mises à jour des instances. Hein, je vous rappelle que depuis le sprint, je crois que ça doit être le 20 ou le 19, on peut faire des mises à jour automatiques via l'interface web, mais ça sous-entend un redémarrage de l'instance, et donc il y a un petit moment de latence où potentiellement l'instance elle est un peu, elle n'est pas redémarrée, mais on a encore l'interface sous les yeux, et donc il y a il y a des requêtes entre le navigateur et le serveur, et si jamais le serveur ne répond pas, on a un petit message d'avertissement. Voilà, c'est pour rassurer. On a aussi travaillé sur l'optimisation de la liste des plateformes sur Analogist. Vous savez que quand on va sur Analogist, on affiche la liste des plateformes disponibles. Pour ça, ça se fait de façon dynamique en allant rechercher l'état de traitement des plateformes sur Trello, la requête qui faisait, la page qui faisait les requêtes vers Trello était pas optimale, et donc là on affiche ça de façon beaucoup plus rapide. Donc là, Yannick a bien travaillé là-dessus, et donc en 1 seconde on a l'affichage de la page. Voilà. Au lieu d'une trentaine de secondes, ouais, c'était assez long. Ouais. Ça arrivait que quand on avait dépassé on avait des time-out. Ouais. Voilà. Donc ça c'était, voilà, c'est bien joué. Ouais. Moi aussi, à chaque fois qu'on se connectait dessus, c'était pour ça que je vais demander de travailler dessus. Voilà, pour je dirais les petites choses, mais qui facilitent la vie, ou qui évitent de s'énerver. Ensuite, je passe au support utilisateur et partenariat. Une petite introduction pour dire que actuellement, donc je suis en immersion à l'UL, donc je travaille sur en fait la consolidation de l'usage d'EasyParse à l'UL, et dans ce cadre-là, c'est l'écran que vous voyez ici, on travaille sur la mise en place d'un outil qui permet de faciliter l'analyse des plateformes en se branchant directement sur les logs d'un EasyProxy.
Donc, je suis en cours sur ces points. J'ai rien à montrer, là, juste une copie d'écran parce que on a fait ça hier. J'aurai l'occasion de remontrer ça à la prochaine sprint review. Voilà, et c'est pour dire que en fait, on a des outils donc qui peuvent faciliter l'analyse des plateformes et on est prêt à faire de l'assistance pour l'installation de ces outils. Voilà. Ensuite, pour la suite, donc support utilisateur et partenariat, là je voudrais passer la parole à Thomas, qui en fait est la personne qui est très actif sur ce point-là. Et donc je souhaitais qu'il parle de son travail parce que c'est un travail important. Voilà. Tu viens prendre ma place parce qu'en fait on peut te voir à la caméra. Donc toute l'idée du travail que j'accomplis côté Couperin, c'est de disséminer le logiciel EasyParse le plus largement possible dans la communauté ESR. Et pour ça, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé pour le projet. Et pour ça, on a mis en place, finalement, il n'y a pas si longtemps, des outils pour mesurer le taux d'assimilation et l'augmentation de la couverture d'EasyParse. Et donc il y a deux fronts sur lesquels on avance. Donc le premier front, celui de l'adoption par les établissements d'EasyParse, on le calcule de plusieurs façons différentes. En fait, on tient compte du fait de l'intérêt suscité par EasyParse en calculant le nombre d'établissements qui se sont manifestés d'une façon ou d'une autre, à savoir soit qui nous ont contactés spontanément, soit qui sont venus assister aux différentes formations qu'on a déjà assurées par le passé, soit qui nous ont envoyé des extraits de log, soit qu'on procédait à l'installation d'une instance en local en laissant cocher la case qui nous prévient qu'une nouvelle installation locale a été effectuée. Et donc ça nous permet d'avoir une idée de quelle quantité d'établissements, à quelle quantité d'établissements on peut, vers quels établissements on peut orienter nos efforts. Donc notre cible, c'est, je ne sais pas si on l'a indiqué là du coup, le nombre total d'établissements qu'on a répertoriés. Je crois que j'ai une fenêtre qui est ouverte. Ah oui, celle-là, d'accord. Donc en fait, ah oui, ça c'est l'écran partagé, tout le monde le voit du coup. Donc ça c'est la liste dont on se sert pour répertorier les établissements qui constituent notre cible. Et dans cette case-là, tout en haut, là, les 105 établissements, c'est des établissements dont on considère qu'ils sont potentiellement intéressés par notre outil parce qu'ils ont les prérequis techniques ou alors ils ont déclaré avoir les prérequis techniques pour utiliser EasyParse. Et par prérequis techniques, on entend l'utilisation d'un reverse proxy pour donner accès aux ressources numériques aux usagers de l'établissement en question. Donc là, les 105 établissements, c'est une somme des établissements qui nous ont fait part de leur désir d'utiliser EasyParse, ou alors qui, à l'époque de la dernière enquête sur les outils découvertes Couperin, ont répondu avoir une installation technique compatible. Donc sur ces 105 établissements, on considère aujourd'hui qu'on en a un peu moins d'un tiers qui sont qui ont ce qu'on appelle assimilé EasyParse, à savoir qui ont déclaré leur intérêt, qui ont d'une façon ou d'une autre soit déclaré leur intérêt, soit demandé la création d'un format de log pour leur EasyProxy, soit qui nous ont demandé de tester un échantillon de log.
c'est tous les établissements auxquels on a eu accès et qui sont à un point plus ou moins avancé de l'adoption d'EasyParse. Donc ça, c'est 30%. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on ait dépassé 50%. Enfin, que pour l'instant, ce tiers d'établissement avec lequel on est en contact passe à 50% et que dans ces 50%, une grosse proportion d'entre eux ait commencé à envisager d'installer EasyParse en production. Le deuxième aspect sur lequel on se fixe des objectifs, c'est d'augmenter, donc là côté logiciel, le taux de couverture. Donc le fait que EasyParse est capable de reconnaître un plus grand nombre de plateformes éditeurs, les consultations à un plus grand nombre de plateformes éditeurs. Donc ça, le premier aspect de ce travail, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est de répertorier les plateformes auxquelles sont abonnés les établissements. Donc ça se passe par la liste Trello. Tu dois l'avoir par là, non? Donc là, c'est un peu le même travail, quoi. C'est commencer à faire le recensement des plateformes qui apparaissent dans les logs des établissements qui nous ont sollicités. Donc la première colonne, c'est simplement des plateformes pour lesquelles on sait qu'il y a des accès. Et les colonnes qui succèdent, donc plus on va vers la droite, plus on est avancé dans l'analyse de la plateforme, la création du parseur et le fait que le parseur a été vérifié en conditions réelles. Donc là, pareil, c'est une liste qui est en évolution permanente, qu'on suit avec c'était ce graphique-là, là. Donc c'est ce graphique-là qui nous donne une idée de à quel endroit du travail on en est côté couverture de plateforme. Donc là, on voit qu'on a sur la 160aine de plateformes recensées, on en a 56 pour lesquelles EasyParse est déjà capable de dire des choses. Et avec l'objectif, évidemment, d'augmenter ce taux de couverture le plus possible. Et c'est à cet endroit-là aussi qu'on demande aux établissements de venir travailler avec nous à la mutualisation de ce travail. Donc ça, c'était le taux de couverture. Après, côté accompagnement, c'est un travail qui nous demande aussi pas mal de temps, c'est de reprendre contact de façon personnalisée avec les établissements qui en ont émis le souhait et d'aller voir avec eux, soit par correspondance, soit directement en personne, de voir avec eux dans quelle mesure on peut les aider à mettre en route le projet. Donc ça se fait par exemple depuis le début du mois de décembre. Je suis allé rencontrer les équipes de Sciences Po et de Paris 1 pour envisager avec eux, déjà pour montrer en détail comment EasyParse fonctionne et quel genre de compétences ça met en jeu, et puis les aider à déblayer le terrain, donc à voir par exemple s'ils ont un prestataire qui opère le proxy ou si les logs sont suffisamment riches et fournis pour donner des informations intéressantes, pour voir avec eux le genre de paramétrage dont ils auraient besoin et essayer d'organiser avec eux la séquence de travail qu'il faut mettre en place pour voir une instance EasyParse à la mise en production. Et le résultat de ce travail, c'est par exemple la BU de Montpellier qui nous a annoncé début janvier avoir installé une instance EasyParse sur un serveur qui est publiquement visible en ce moment. Et du coup, ça c'est un peu l'achèvement de notre travail, enfin l'achèvement, un objectif bien rempli de notre travail, qui est celui-là d'avoir accompagné un établissement de bout en bout. Et puis après, l'accompagnement s'arrête pas là, ça veut dire si on est encore sollicité pour fournir de l'aide sur la mise en production, enfin sur l'exploitation de l'instance en production, on est aussi disponible pour ça. Voilà, je crois avoir fait le tour. Ah oui, ben, du coup, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est plutôt toi. Non, mais, Et dans les outils qu'on met à disposition pour les établissements, il y a un certain nombre de fiches techniques et fonctionnelles, dont très récemment une
une lettre au DSI qu'a rédigée en grande partie Dominique Le Chaudel et qui a été validée par la DAGE et qui sera un élément de plus apporté à un dossier d'instruction pour expliquer pourquoi EasyParse est intéressant pour un établissement et donner la procédure à suivre. Enfin, une lettre qui explique un peu en détail quels services sont concernés par la mise en route d'EasyParse et ce que ça représente en termes de déclaration CNIL, en termes de charges pour les services de la DSI, etc., etc. Donc ça, c'est aussi des documents qu'on va largement diffuser sur les listes via Twitter et puis aux associations des DSI qu'on a déjà rencontrées et qui nous ont sollicité pour ce genre de documents. Cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, on passe la main donc à Yannick, qui va nous parler donc du thème de fond du sprint, qui consiste donc à intégrer de mieux en mieux le NoSQL dans EasyParse. Voilà. Donc Yannick, je te laisse la main. Un petit schéma pour expliquer. Tout à fait. Hop. Et bonjour. On peut l'agrandir le schéma, on peut l'agrandir. Alors, donc, je rappelle, le thème du sprint, c'est la gestion des PKB de gros volume. Pour rappel, au sprint dernier, c'est un thème qui a été commencé au sprint dernier. On avait choisi, on avait fait le choix de partir sur une base NoSQL et après de nombreuses comparaisons, on était parti sur MongoDB. Et on avait commencé à faire des tests, un prototype d'intégration de MongoDB avec EasyParse que malheureusement je n'avais pas pu vous montrer parce que c'était encore instable. Donc dans ce sprint-ci, on a, comment je dirais, on a en quelque sorte finalisé cette intégration et en utilisant le fameux projet que Dominique citait tout à l'heure, qui est Castor.js. Alors, pour faire simple, avant ceci, EasyParse récupérait directement les PKB et stockait tout dans la mémoire RAM. Et notre problème, et la raison pour laquelle on a fait le choix de passer à une base de données, est que ça commençait à grossir énormément, ça prenait beaucoup de place en RAM et que à terme, vu que nos PKB vont commencer à prendre du volume, ça va finir par simplement poser des problèmes au niveau système, hein, ça va faire cracher l'application, j'imagine. Donc, voilà, donc aujourd'hui, et ce que je vais vous montrer d'ici quelques minutes, ça fonctionne de cette manière-ci. Alors, EasyParse maintenant a besoin d'un MongoDB installé. Alors, vous avez dans la documentation au niveau comment on appelle ça, démarrage rapide, les instructions pour installer un MongoDB, c'est assez simple. C'est en partie pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Donc EasyParse a besoin d'un MongoDB et il va au lancement lancer une instance de Castor.js qui lui est un petit programme qui va s'occuper d'aller synchroniser nos PKB avec la base de données. Alors le petit point ennuyant que ça apporte, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir utiliser EasyParse pleinement, parce que il y a un temps bien sûr de synchronisation entre les PKB et MongoDB, là où avant c'était presque pas instantané mais presque. En tout cas quand EasyParse démarrait, c'était vous pouvez être sûr que c'était bon. Oui. Ah oui, effectivement. Donc les PKB, pour rappel, c'est les bases de données, pas les bases de données, qu'est-ce que je raconte, les bases de connaissances, merci, les bases de connaissances éditeurs qui contiennent
les informations propres aux revues. C'est-à-dire que des correspondances entre les identifiants des revues propres à un éditeur avec les métadonnées des revues en question, donc les ISSN, les titres, DOI et compagnie. Voilà. Donc pour l'explication de ce schéma. Donc ensuite, je pense que je vais vous montrer, ça va être assez parlant, j'espère, la différence que ça donne entre l'ancienne version, enfin la version actuelle d'EasyParse et celle en mode Castor. Alors, je suis sur la branche. Alors, voici. Je vais démarrer EasyParse. Donc ça, c'est l'EasyParse sans base de données. En lui demandant de me marquer. Oui, c'est sûr que ça n'a pas marché. Hop. En lui demandant de m'écrire la mémoire qui est utilisée régulièrement. Hop. Ok. Ah, ok, d'accord, il m'a rien marqué, d'accord, ça doit être parce qu'il y a un EasyParse qui est déjà lancé, j'imagine. Effectivement, non. Ok. Étrange. Ok, bon, on va voir, c'est peut-être simplement qu'il m'a pas marqué la... Qui m'a pas marqué... Ok, il semblerait qu'on ait quelques soucis. Bon, j'ai l'impression que les aléas du direct sont en train de se... Excusez-nous pour cet effet démo. Hop. Ok. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? J'ai l'impression qu'il y a un EasyParse qui est lancé pourtant. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lancer un traitement qui contient notamment des lignes de log de Springer. Springer qui se trouve être actuellement l'éditeur pour lequel nous avons la plus grosse base de connaissances qui prend énormément de place. Hop. Voilà, il va nous lancer le traitement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici l'évolution de la mémoire, l'évolution de la mémoire RAM, justement, de la mémoire que prend le processus. On va voir que ça va monter assez vite. Oups. Voilà. Alors, pour rappel, les fichiers de PKB de Springer prennent peut-être 40 ou 50 mégas, plus 40 mégas, je crois. Mais par contre, une fois chargé en RAM, ça prend énormément de place. D'ailleurs, ça se voit ici, là. On est déjà à 800 mégas. Donc, autant dire que là, pour le moment, toutes les entrées de la PKB, toutes plateformes confondues, on a 230 000 entrées.
sachant que ça prend déjà en tout près d'1 giga. Donc autant dire que c'est 1 giga en RAM, ça commence à parler, hein. Ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant, effectivement, surtout que ça risque d'augmenter pas mal. En tout cas, on le prévoit. Donc, tiens, au passage, j'ai éteint EasyParse, on remarquera qu'il y a un petit message qui me dit que EasyParse ne répond plus. Voilà, tant qu'à faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer dans la branche qui utilise Castor. Non, c'est sûr que ça... Oui, ça marche mieux, effectivement. Voilà. Alors, maintenant, on va faire ça avec Castor.js. Alors, on a déjà fait la synchronisation parce que sur un portable et sur une machine virtuelle, en plus, ça prend quand même un certain temps. Alors, hop. Voilà. Donc, on va déjà remarquer que sur cette branche-là, nous avons un nouveau petit encart en haut qui va nous permettre de savoir, quand on lance EasyParse, le pourcentage de synchronisation des PKB. Bon, ça va être, là il faut quand même qu'il aille vérifier, tout est synchronisé, mais quand même on doit vérifier au lancement que rien n'a été, que au niveau des fichiers rien n'a changé. Donc ça va quand même, il va quand même mettre un petit peu de temps parce que c'est une machine virtuelle, donc elle a quand même un peu de mal. Dans un poste normal, ça prend. Alors sur un poste normal, chez moi, il lui faut une trentaine de secondes, je crois, pour faire la vérification intégrale des PKB. Et pour faire une synchronisation depuis 0, 6 ou 7 minutes, il me semble. Donc ça demande quand même un certain temps, même si ça a été réduit. Au début, dans nos premières intégrations de Castor, il fallait un peu plus de 10 minutes. Alors sur une machine lambda 4 cœurs, je crois, 4 cœurs et 2 GHz, un truc dans le genre. En tout cas, c'est la différence notable de fonctionnement qu'on peut signaler entre maintenant et avant. C'est-à-dire qu'avant, ça chargeait en mémoire, mais on pouvait utiliser EasyParse tout de suite. Alors que maintenant, on gère mieux on gère mieux les bases de connaissances parce qu'elles sont dans une base de données, mais il faut attendre que cette base de données soit chargée avant de pouvoir commencer à utiliser EasyParse. Et une fois que cette opération-là est faite, une fois que l'instance est chargée, après il n'y a plus à attendre. Mais quand on lance EasyParse maintenant, il y a un temps de synchronisation. Voilà. Alors après, bon, il faut être au courant de ça pour bien le saisir, mais là, par exemple, il est en train de vérifier que qu'il n'y a pas eu de différence de changement dans les fichiers depuis la dernière fois qu'on a lancé EasyParse. Comme je sais parfaitement, je sais qu'il n'y a pas eu de changement dans les fichiers, vu que j'ai rien changé. Théoriquement, je pourrais lancer un traitement parce que je sais que la base de données, de toute façon, est synchronisée. Donc, le fait qu'il soit en train de vérifier ne change pas le fait que, comment je dirais, l'enrichissement sera bon quand même. L'enrichisseur, lui, voilà, il utilise ce qu'il a dans la base de données. Voilà. Exact. De même, si on veut juste installer EasyParse et juste tester, voir comment ça fonctionne, mais que on n'a pas forcément besoin de l'enrichissement, on peut très bien lancer un traitement alors que la synchronisation n'est pas terminée. C'est juste qu'il va enrichir avec ce qui est déjà dans la base de données. Hop. Bon. Donc voilà, bon, du coup, est-ce que je vais attendre qu'il termine? Pas obligé. Oui, pas obligé, même si ça devrait plus être très long. Enfin, on va quand même lancer un traitement. Hop.
Alors, on va relancer le même fichier. Voilà. Et du coup, fait, pour vous entendre, ça ne pas de la mémoire, forcément, la mémoire, elle n'était pas Non. C'est l'avantage. Il prend pas beaucoup de mémoire pour synchroniser. Il prend pas du tout de mémoire quand il fait les traitements. C'est assez. Maintenant, normalement, voilà, on est en train de faire le même traitement que tout à l'heure, mais il n'y a plus aucune empreinte mémoire. Normalement, ça devrait rester à peu près toujours aux alentours de 150. C'est stable. Ah, ça monte un peu. Bon, aux aléas près. C'est jusqu'à 180, je crois. Oui, possible. Après, c'est vrai que ça fluctue un petit peu pendant la synchronisation. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le presque giga qu'on avait. Ouais. Voilà. Alors après, oui, normalement, ça devrait, voilà, ça y est. Non, il n'a pas encore fini. Ça monte moins vite et normalement, ça doit être limité à un certain point, qui doit pas toujours être le même. Non, ça doit être la synchronisation là qui prend un peu. Donc en fait, comment on répond à cette question? Donc, il y a une empreinte, il y a une travail d'oral. Pendant la synchronisation, en fait, ça dépend, comment je dirais, ça augmente et ça diminue en fonction de ce que MongoDB MongoDB peut écrire à une certaine vitesse les données qu'on lui donne. Et ça va, de temps en temps, les lectures des fichiers vont se mettre en pause avec un certain nombre de données dans le buffer. Mais normalement, ça n'augmentera jamais trop. Bah, d'ailleurs, c'est redescendu, ça y est. Alors j'imagine qu'il a terminé sa synchronisation. Non, il n'a pas encore tout à fait fini. Je vais quand même vérifier par abus de confiance. Non, il n'a pas encore fini, on est d'accord. Ok, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Je sais pas. Voilà. En fait, on a essayé de trouver un exemple parce que c'est des choses qui sont pas très visibles. Donc, on a essayé de montrer cette empreinte mémoire là pour prouver que on améliore quand même la gestion de la mémoire. L'intégration en fait de cette base NoSQL ouvre aussi des perspectives d'un point de vue des fonctionnalités à venir dans le DPAP. Et donc ce qu'on peut rajouter, c'est que dans les prochains sprints, en particulier dans le prochain sprint, on va se servir aussi de cette base NoSQL pour intégrer par exemple des adresses IP qu'on va exclure en fait des comptages. Alors, je sais qu'il y a certains organismes qui excluent en fait les consultations, par exemple, de leurs administrateurs. Donc, il y a des adresses IP qui font partie de la liste des administrateurs qui consultent le site de l'EasyProxy. Donc, pour directement les exclure des comptages, on pourra utiliser donc charger ces listes d'adresses IP et puis les exclure des comptages. Et aussi, une des cibles, c'est quand on va aussi faire des statistiques pour les archives ouvertes, exclure les listes des robots, les adresses IP des robots qui consultent. Et donc, on aura des statistiques déjà épurées en sortie du DPAP. Voilà. C'est des fonctionnalités à venir qu'on va pouvoir bien gérer avec cette base. Voilà.
Ah. Décidément, cette machine virtuelle, c'est vraiment lent. Hein. C'est parti pour les 10 minutes plutôt que pour les... Effectivement. S'il n'a pas détecté que les jaune, si j'ai bien compris, c'est la première fois que tu lances une nouvelle instance. Ouais. Tu as 6, 7, 10 minutes en fonction de l'encore de synchroniser. Ouais. Ta synchronisation de 0. Ouais. Ta charge la base de charge. La charge la base de MongoDB. Il relance il a quelque chose dans sa base, mais comme il y a des détectables sous forme de fichiers, si jamais on a fait une mise à jour, un update, eh ben, il va vérifier que ce qu'il y a dans la base est bien en conformité avec ce qu'il y a sur le disque, en fonction des noms de fichiers et des identifiants. Et il recharge. Et du coup, là, c'est plutôt d'ordre en dessous. Voilà. C'est ça. Alors, c'est pas encore, comment je dirais, c'est encore améliorable. Là, actuellement, d'une part, il faut quand même qu'il modifie tous les documents de la base de données pour mettre à jour leur date de dernière synchronisation quand il les vérifie. Donc c'est probablement ce qui prend le plus de temps. Et d'une autre part, MongoDB va bientôt avoir une nouvelle version et ils promettent monts et merveilles en termes de performance. Donc faut voir si ça améliorera pas un peu tout ça, enfin, les temps de chargement. Une ligne d'une PKB correspond à un document effectivement dans Mongo. Il y aurait probablement moyen d'optimiser ça un peu, mais j'ai pas prévu de changer. Ça demanderait un changement dans Castor.js qui serait peut-être gênant pour les autres projets notamment. Donc pour le moment on va voir ce que ça donne comme ça. Les temps ne paraissent pas non plus exagérés. Ouais. L'utilisation de besoin d'un espace immédiatement fonctionnel, c'est pas tellement voilà, c'est autour de 10 minutes, si on sait que c'est autour de 10 minutes par rapport il y a un point sur lequel on commence à travailler mais qu'on n'a pas abouti encore, c'est l'histoire de la version Windows. Donc là, pour la version Windows, il faut embarquer un MongoDB et comment on va le faire fonctionner parce que la version Windows, c'est plutôt un démonstrateur. Donc. Là, on n'a pas envie d'attendre 10 minutes. C'est pas si important. Dans la version Windows, on va voir. On se passe déjà de MongoDB. Donc, peut-être ce qu'on pourra faire dans la version Windows, c'est venir directement avec la base de données déjà préchargée. En fait, il y a un résultat déjà très démarré. Il faut qu'on voit ce que ça donne. Ouais. Après, on a éventuellement la piste de la virtualisation. Bien qu'on n'ait pas encore énormément avancé sur ce point-là. Il y a Docker qui m'intéresse pas mal, mais que je ne maîtrise pas. Donc, ouais. Sous Linux, ça permet de faire de la virtualisation, mais très légère parce qu'il ne virtualise pas l'OS complètement. Et sous Windows, il y a un Docker pour Windows qui me semble qu'il est livré avec un Linux, une machine virtuelle Linux. Donc ça pourrait être intéressant parce que ça nous permettrait de livrer la version Windows peut-être avec les mêmes fonctionnalités que la version Linux. Mais bon, on n'a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent Docker dans l'environnement. Et il a fini de synchroniser. Ça a été long. Ça a été long. Ah oui, là. Donc, c'est une petite virtualisation, après... En fait, justement, c'est le... Ouais. Normalement, oui. Ouais.
Disponible sur presque toutes les plateformes, il me semble. Donc, en fait, c'est une bonne piste parce que justement, ça nous permettrait de ne plus avoir à considérer les plateformes et puis dans chacun des OS, on y regarde. Mais bon, comme on n'est pas expert dans le domaine, on ne peut pas annoncer des choses en disant c'est un tout petit. C'est encore juste un état d'idée. Voilà. Ok, donc voilà. S'il y a des questions, nous les prenons. Excusez-moi, Oui. je suis Henriette de Toulouse 3. Donc, vous avez dit que vous gériez les IP exclus. Est-ce qu'on peut faire de la prospective et imaginer qu'un jour vous traitiez les IP pour nous donner non pas les utilisateurs, mais des groupes d'IP qu'on recenserait par laboratoire ou ce genre de choses? Alors, l'objectif d'EasyParse, là, dans la phase 3, un des objectifs, c'est de pouvoir analyser des logs, donc des archives ouvertes. Et une des caractéristiques des archives ouvertes, c'est qu'elles sont consultées par des robots, et donc on souhaite exclure ces consultations de robots des statistiques généralement. Après, à partir du moment où on saura gérer des adresses IP, on peut imaginer des fonctionnalités de regroupement d'adresses IP. Enfin, je ne sais pas exactement quel serait comment dire, quel est le besoin, c'est pourquoi faire, quel est l'objectif de faire ce regroupement par adresse IP. Actuellement, cette fonctionnalité-là n'est pas du tout prévue ou planifiée. Mais si c'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'organismes, on peut en parler, on peut le mettre dans le backlog. Ça sera à quel usage en fait? Disons que c'est pour tout ce qui est UMR, où c'est assez difficile de voir les usages parce que vous avez 10 intervenants différents dans un même laboratoire. Vous avez un personnel CNRS, un personnel de plusieurs universités. Oui, je vais compléter un petit peu. Donc notre intérêt serait non pas d'exclure certains usagers, serait plutôt d'inclure les usagers, sachant qu'on a un problème, disons, quasiment politique qu'on a expérimenté, c'est-à-dire qu'il y a une réticence de la part des labos à s'authentifier. Ils disent qu'ils s'authentifient déjà pour les ressources CNRS ou de l'INSER, mais ils veulent pas. Ils trouvent qu'ils perdraient la principale plus-value de la doc-elect de l'université. Mais il n'en reste pas moins qu'on pourrait, je sais pas, on pourrait imaginer d'analyser les consultations via les IP. D'accord. En espérant un jour, bien sûr, de les convaincre de s'authentifier, parce que évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. On aurait des stats par profil d'usager beaucoup plus précises. D'accord. Alors, je ne sais pas exactement comment sont configurés vos EasyProxy, mais a priori, normalement, dès maintenant, dans les fichiers résultats, les adresses IP figurent dans les événements de consultation. Donc c'est quelque chose qui potentiellement existe déjà. Après, il faut trouver le bon outil qui permettrait de faire ces regroupements. Voilà, en post-traitement sur des fichiers résultats produits par EasyParse. Si en fait vous voulez voir quels sont les utilisateurs qui consultent avec en regroupant les utilisateurs par leur classe d'adresse IP. Je vais vous donner une autre illustration de l'intérêt de ça et qui, je pense, pourrait concerner pour le coup l'ensemble des usagers, des établissements. Bon, imaginons, donc oublions ce que je viens de dire, imaginons que donc toute la population de Toulouse 3, enfin tous les labos soient obligés de se connecter, y compris en local. Voilà. Bon, mais il n'en reste pas moins que les bibliothèques auraient besoin
de ne pas forcer les usagers à s'authentifier, étant donné qu'on a pas mal de lecteurs autorisés, c'est-à-dire des gens extérieurs à l'Université Toulouse 3, qui ne sont donc pas dans le LDAP, qui sont juste de passage, les walking users, et donc par conséquent, on ne mettrait pas d'authentification sur ces postes. Alors donc Bibliopam, hein, nous on a Bibliopam permet, j'imagine comme EasyProxy, de dire à l'outil, là tel IP, tu fais comme si, tu ne mets pas la fenêtre d'authentification. Il n'en reste pas moins que si on avait une exploitation de ces IP, on pourrait dire ah bah oui c'est telle bibliothèque, etc., etc. Donc on aurait quand même des infos là-dessus intéressantes. Alors, moi, le souci que je vois, c'est que il faut forcément que on ait des traces dans les logs. C'est-à-dire que il faut forcément que au niveau de Bibliopam, Bibliopam ait vu passer quelque chose. Donc, quelque chose dans les logs. À ce moment-là, EasyParse, il reconnaît cette adresse IP et la retransmet dans les résultats. Donc après, en post-traitement, je pense que c'est possible de voir quelles sont les adresses IP qui ont consulté. Ouais. Alors, après... il voit bien passer des IP. Hein, Donc pour l'instant, ce qu'on récupère par Bibliopam, c'est des connexions campus, évidemment sans authentification d'usager. Mais on a des connexions campus. Mais vous avez une adresse IP associée. Pour l'instant, non, nous on récupère pas les adresses IP de via Bibliopam. Elle s'affiche dans le tableau? Non, pour l'instant, je ne sais pas. Et excusez-moi, parce qu'à Orléans, on a la même configuration, on a Bibliopam aussi. Oui. Et alors, je sais pas, si je comprends bien tout le problème, mais donc dans Bibliopam, vous parlez des fichiers de statistiques que fournit Bibliopam. Oui. Oui, alors en effet, dans les fichiers de statistiques, nous on a le même truc, on a en effet des IP, on appelle ça IP internes, nous. Donc vous, je pense qu'ils vous les ont appelés campus. Mais quand on part des fichiers de log qui sont bien fournis par le serveur, en effet, c'est de là qu'aurait besoin EasyParse. Voilà, et donc à partir de là, après, en tant qu'utilisateur, en fait, on a bien IP campus ou campus quoi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas les mêmes fichiers. En fait, les fichiers que nous fournit Bibliopam, en fait, c'est déjà des déjà des fichiers moulinés, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pour EasyParse, il faut qu'on reparte des fichiers de log, en fait. Voilà. Et voilà. Donc, mais ça, les fichiers de log, il faut les récupérer sur le serveur. Donc, il faut voir avec la DSI. Et bon, pour l'instant, les fichiers de log, c'est assez imbuvable. C'est pour ça que je connais mieux les fichiers de résultats Bibliopam pour l'instant. Et donc, en fait, le but, effectivement, c'est de récupérer les bons fichiers de log à donner, à manger, en fait, à EasyParse. Donc, effectivement, pour une installation Bibliopam, bon, on a déjà l'expérience, on pourra vous dire quels sont ces fichiers. Et puis, si vous avez besoin de les obtenir parce qu'ils sont détenus par votre DSI et que vous n'avez pas accès à ces fichiers, alors, je ne sais pas si c'est dans ce cas-là, on a ce dont parlait Thomas tout à l'heure, une lettre qui explique au DSI que en fait ça rentre dans un cadre tout à fait officiel et reconnu et que l'usage d'EasyParse en fait équivaut à l'usage d'outils de type StatWeb comme Piwik, comme Google Analytics et donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, ou si le complément d'information est utile. Pour l'instant, on s'était un peu basé sur faire des rapports counter. Les rapports counter, il n'y a pas de rapport par IP. Là, ce qui nous intéresserait, donc, ce serait de faire un rapport IP. D'accord. Donc, on a la fonctionnalité counter aussi au niveau du SAR, mais en standard, quand on a un fichier de résultat et qu'on part effectivement d'un fichier de log brut, hein, c'est vrai que c'est pas très lisible, mais dans ces fichiers de log, il y a des informations de l'adresse IP de l'utilisateur qui s'est connecté. Quelle que soit la méthode qui a été retenue pour l'authentifier. C'est-à-dire que est-ce qu'il a dû fournir un mot de passe ou pas, ça c'est en fait
C'est quelque chose qui est délégué par Bibliopam ou par EasyProxy. Et donc, dans le fichier de log, normalement, il y a une adresse IP qui est renseignée. Alors, il y a certaines installations qui ont un format de log customisé où il n'y a pas forcément toutes les informations. Mais généralement, dans une installation standard qui n'a pas trop été modifiée, ça y figure. Voilà. Du coup, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Henriette et Pierre, pour récupérer ces informations qui vous intéressent, il y a des plages IP, des accès que vous n'arrivez pas à récupérer dans les fichiers qui sont moulinés par Bibliopam, les fichiers résultats de Bibliopam. Il va vous falloir utiliser les logs bruts, les faire gérer par EasyParse et en post-traitement de fichiers résultats d'EasyParse, dans un outil d'analyse supplémentaire, faire la correspondance entre les adresses IP qui apparaissent dans les résultats et ces plages IP que vous souhaitez caractériser. Ça nécessite quand même que vous ayez accès aux logs bruts de Bibliopam. On récupère bien déjà des logs. Oui, ce qu'on Pour vous a... ce qu'on fait à l'UL, c'est-à-dire que effectivement, les postes bibliothèques sont configurés. Vous m'entendez? Oui, oui. Les postes On a bien bibliothèques accès au log brut, hein, sont justement pour répondre à ce souci de donner accès au lecteur extérieur. Donc apparemment ce que Bibliopam permet aussi. Mais ensuite donc j'ai un bloc en fait de consultation qui n'est évidemment pas caractérisé, mais qu'on peut quand même caractériser partiellement grâce à l'adresse IP du poste de consultation. Donc je rejoins Thomas en fait, effectivement, c'est dans la transmission des infos en fait. Enfin, il faut que cette IP effectivement figure en résultat, en sortie de résultat. Mais je mettrais ça également plutôt du côté du post-traitement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. De toute façon, on est toujours joignable par Twitter, par mail, etc. Et donc, s'il y a des points que vous vouliez éclaircir encore par rapport à la localisation des fichiers de log brut dans Bibliopam, on est prêt à vous répondre. Hein. Thomas a un peu d'expérience sur Bibliopam, l'équipe aussi, ce qu'on peut aussi faire, c'est essayer sur des échantillons, hein, et puis voir ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Alors, je crois que si tu vas dans les paramètres là, de Bizarre, sur l'instance on a des paramètres qui avaient été Les paramètres. il me semble, Toulouse 3, Bibliopam. Ouais, en fait, on avait bien, pour Toulouse 3, vous nous aviez bien fait parvenir des logs bruts qui vous avaient permis de faire ce travail-là, de paramétrage. Et du coup, on voit là que vous avez le champ qui nous intéresse, le pourcentage H, il me semble, au tout début. Donc là, en gros, ça veut dire que dans vos logs bruts Bibliopam, vous avez, pour chaque ligne, vous avez une adresse IP, et donc, ce qu'il vous faudra faire pour répondre au cas d'utilisation qui est le vôtre, c'est quand vous aurez une étape supplémentaire, une fois que vous aurez les résultats du EasyParse, il vous faudra faire la correspondance entre ces adresses IP que vous ne forcez pas à se compliquer avec. Oui, il y a peut-être une autre méthode, je sais pas si c'est plus simple, c'est de voir dans les lignes de log toutes celles où il n'y a pas eu d'authentification. Ça veut dire que là, ça fait partie des IP qui ont été entrés dans Bibliopam pour ne pas ouvrir la fenêtre d'authentification. Oui. Ah oui, il faut récupérer le token d'authentification. Mais attends,
Ces adresses IP à qui vous ne demandez pas d'authentification, elles continuent à transiter par le trafic continue à transiter par des bibliothèques, même quand elles n'ont pas eu accès à la fenêtre. À transiter par quoi, pardon? Par le bibliothèque. Par UPAM, oui, oui. Continuent à enregistrer leur activité, même quand on leur a pas demandé de s'identifier en utilisant l'identification. Voilà. D'accord. Donc oui, il vous faudra mettre en place un traitement supplémentaire à partir des résultats du DIPART pour dire à chaque fois que dans les résultats du DIPART, il y a une unité qui appartient à ce bloc-là que vous avez déclaré dans votre fichier de considération côté bibliotable, alors on ajoute une information supplémentaire où Ouais, d'accord. parfois vous ne pourrez pas vous économiser cette étape en l'état actuel des choses. Parce que côté DIPART, je ne vois pas très... Enfin, pour nous, ça complexifierait beaucoup l'utilisation de l'outil, d'embarquer cette fonctionnalité, et vous pourriez déclarer a priori des blocs d'adresse IP. C'est ça, on a déclaré des blocs d'adresse IP pour lesquels il n'y avait pas d'authentification avec le CAS LDAP, quoi. On va les faire s'embarquer dans des questions de frustration. Pour anticiper justement sur la partie frustration, pour moi, c'est un relais logique de frustration. Ouais. Alors après, on pourrait utiliser des mécanismes relativement simples qui permettraient de faire ça. En fait, il se trouve que les adresses IP, elles font en 4 morceaux. Et on pourrait, si jamais on rajoutait par exemple des colonnes qui correspondent à chacun des morceaux de l'adresse IP, eh ben, ça voudrait dire que assez facilement, avec un Excel, on peut faire des tris et des choses comme ça. Ça pourrait être une réponse rapide. Voilà, c'est un peu complexe. Faire appeler facilement un poste Excel ou n'importe quel logiciel. Et il alourdirait par contre le fichier en sorte de en tout cas, oui, ce sera facile au niveau des faits de traitement. Alors après, s'il y a un gros besoin, si ça répond à une fonctionnalité... Ce sera toujours un besoin, donc comme Pierre l'a dit, pour les usagers qui passent dans les bibliothèques. Hein. Typiquement à Toulouse 3, on ne donne pas accès, on donne accès par authentification aux usagers de Toulouse 3. Si un usager du Mirail veut avoir accès à notre DocElec, il vient à la bibliothèque où il peut avoir accès à la DocElec de Toulouse 3. Est-ce que je suis claire? Donc c'est une problématique qui sera générale partout en France jusqu'au moment où on aura des licences nationales qui s'appliquent partout. Mais enfin bon, en attendant, ce sera vraiment très très utile. Donc après, on a ce qu'on appelle l'écosystème EasyPart, c'est-à-dire qu'il y a EasyPart avec ses fonctionnalités et on met à disposition un certain nombre d'outils qui permettent d'intervenir autour, par exemple pour anonymiser des fichiers de log, pour faire des choses comme ça. Ça pourrait peut-être rentrer dans ce cadre-là. Voilà. Ce n'est pas une priorité, mais ça peut être extrêmement utile. Non, mais c'est intéressant. Du coup, on est en train de réfléchir à voix haute, là, tous ensemble, pour voir comment on pourrait faciliter cette tâche-là. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on était plutôt parti sur l'idée que c'était une tâche qu'on laissait aux utilisateurs du DIPART. C'est-à-dire que chacun avait la charge de tenir à jour l'ensemble des blocs d'adresse IP qui étaient dans ce cas-là. Et ensuite, on laissait à chaque établissement le soin d'utiliser un outil d'analyse supplémentaire pour faire la correspondance entre ces blocs IP et les résultats du DIPART, et utiliser les résultats du DIPART pour en tirer ces informations-là, mais dans une étape supplémentaire. Après, ce qu'explique Dominique, là, c'est qu'on pourrait envisager d'écrire un utilitaire qui est livré avec DIPART qui permet de faire ce traitement, du coup, à plus brut sur les logs bruts. Et tu rajoutes un champ dans les logs, soit sur les logs, soit sur un post-traitement, c'est pas quelque chose. Ça serait optionnel, c'est pas important. Ok, donc ça on a bien noté, que ça pourrait correspondre à un besoin. Je pense qu'on continuera à y réfléchir. Hein. Oui.
Est-ce que côté Toulouse, vous pouvez peut-être nous envoyer le fichier bibliopam dans lequel vous déclarez ces blocs IP, et enfin, pour voir de quelle façon c'est déclaré? Les IP qu'on a entrés dans Bibliopam, c'est ça? C'est ok. C'est pas de passer Je peux par... faire une capture d'écran de Bibliopam et puis vous donner aussi cette liste d'IP. Ceux pour lesquels il y a un autologin, c'est ça? Enfin, on ne sait pas comment vous C'est ça, avez dit. ouais. Proxy, mais... Parce que moi, ce que je crois qu'on récupère les fichiers traités par EasyParse excluent tous ceux où il n'y a pas d'authentification. Alors que les fichiers que je récupère de Bibliopam nous donnent aussi les traitements sans authentification. Et pourquoi c'est... Ah oui, non, mais j'avais pas d'accord. compris le... Potentiellement, ils peuvent être exclus à cause de l'expression régulière qui est jamais... Si on incluait ces résultats sans authentification dans les sorties EasyParse, rien n'empêcherait de déléguer l'analyse de ces IP au post-traitement. Pourquoi pas? Là, j'ai l'impression qu'il y a un... Parce qu'on s'est mal compris, je pense, à un moment. D'accord. Mais Oui, de en toute manière, ce que vous pouvez faire sera toujours utile. Parce que pour moi, ces événements de consultation sans authentification étaient quand même dans vos résultats EasyParse. Alors, ils seraient dans les logs de départ et ils seraient absents des résultats EasyParse. Mais pourquoi? Ça peut dépendre de l'expression Peut-être que l'expression régulière. qu'on a créée pour gérer les logs est trop restrictive. Voilà, ça peut être restrictive et donc ces lignes-là se retrouvent dans un fichier de rejet. En fait. Alors, du coup, voilà, j'ai une autre proposition à vous faire, Henriette et Pierre, c'est de nous faire fournir un extrait de log dans lequel il n'y aurait que des lignes qui sont dans le cas que vous avez décrit là, le cas de l'autologin. Et pour voir si quand on fait tourner ces lignes-là dans le départ, elles ressortent comme des résultats ou comme des rejets. Parce que, en fait, on est en train de se rendre compte que peut-être que l'expression qu'on a créée pour l'injection de Golog est trop restrictive. D'accord. Donc ce serait une raison. Je reviens à l'exemple de l'Université de Lorraine. Les événements de consultation correspondant à des postes publics sans authentification, parce que nous sommes exactement dans le même cas de figure que vous, figurent dans mes fichiers de sortie EasyParse. Et je suis en train de les analyser dans le post-traitement. Alors, je ne l'ai pas, ça c'est un travail que je n'ai pas encore fait, mais du coup, ça me donne des idées, merci à vous. Mais effectivement, de faire le lien entre ces événements de consultation sans authentification et les IP des différentes bibliothèques qui ont été déclarées au préalable dans EasyProxy, de manière à avoir un degré de finesse quand même supplémentaire par rapport à un bloc différencié. Est-ce que je suis clair dans... Oui, enfin, donc là on regarde un petit peu, là, on est en train de regarder un fichier EasyParse et tous les usagers sont authentifiés. Donc voilà, c'est pour ça que... D'accord. Donc, il y aurait déjà un premier problème à cet endroit-là. Okay. Déjà, si EasyParse arrivait à vous fournir en résultat les lignes qui vous manquent, ce serait une première étape. Quoi. Oui. Ça expliquerait la différence entre les deux résultats que je vous avais fournis. Ouais, en effet, ouais. En fait, voilà, on prend le temps, mais les choses finissent par s'expliquer. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est convenir dans les temps qui viennent, une fois que vous nous aurez envoyé les lignes de log qui nous permettraient de vérifier qu'on a la bonne expression dans les paramétrages, reprendre rendez-vous avec vous, du coup directement avec vous en webconférence pour faire le point. Oui. Ok, très bien, ça c'était un bon point parce qu'en fait ça nous a permis d'éclaircir des choses. Vous avez besoin que je vous envoie un fichier de log récent? Le fichier de log, il me semble qu'on en a déjà un. Ce qu'il nous faudrait, c'est au moins une adresse IP ou un bloc d'adresse IP qui sont dans le cas de l'autologin. D'accord, ok, ça marche. On puisse vérifier dans l'extrait de log qu'on a déjà pourquoi elles sont exclues ces lignes-là. Oui, d'accord.
Donc là, je pense qu'on peut conclure sur ce point. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres sujets qu'il faudrait éclaircir peut-être? Donc ça, c'était pas mal parce que ça nous a permis de mieux nous comprendre, je pense. La prochaine sprint review, donc le prochain sprint va être un peu plus long. La prochaine sprint review sera en avril, début avril. Donc je vous donne rendez-vous d'ici là. Entre-temps, je pense qu'on se penchera sur ces problèmes de l'adversité, de tout, etc. Très bien. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci. Au revoir.